15h41, Alexandre Aizé nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bonjour. Stratégiste indépendant, on va ensemble parcourir l'ensemble des enjeux de marché et vous allez tout de suite rendre votre verdict face au marché. Ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume. On vous écoute. Eh bien, c'est vrai que l'IA commence effectivement, est une vraie révolution. Il commence à consommer de manière très significative et en termes d'électricité, va consommer... Aujourd'hui, consomme 2,5% de l'électricité mondiale. À horizon 2030, 10% de l'électricité mondiale. Donc ça va vraiment être un enjeu environnemental fort. Et finalement, l'avenir de l'IA, ce qui va encore être potentiellement une révolution, a été annoncé par Google il y a quelques jours. C'est ce fameux projet Suncatcher où on pourrait délocaliser les data centers dans l'espace. L'avenir de l'IA est dans l'espace, c'est votre message au marché aujourd'hui. L'avenir de l'IA est dans l'espace. Vous sentez trop d'apesanteur sur la thématique en bourse là, désormais, c'est ça ? Alors il faut aller chercher du potentiel ailleurs, plus haut dans l'espace ? Disons que ces enjeux environnementaux en fait se feront à long terme et toutes ces sociétés peuvent potentiellement le payer à court terme ou à moyen terme sur des sujets véritablement qui vont concerner la planète entière. Il faut savoir que dans les centres de données, c'est une consommation énergétique à la fois faramineuse, mais c'est aussi une gestion de la chaleur. Donc il y a vraiment les deux enjeux qui sont très, très importants. Pour vous donner un ordre d'idée, un data center moyen, c'est la consommation d'une ville de 50 000 habitants. Donc on voit bien que quand on voit la construction aux États-Unis qui est en train de se mettre en place, on voit bien que le sujet va revenir sur la table régulièrement. Dans le projet Suncatcher de Google, c'est effectivement... profiter de tous les avantages que peut donner l'espace. C'est-à-dire qu'une énergie quasiment gratuite avec le soleil, 24 heures sur 24, avec des gigantesques panneaux solaires, et surtout un refroidissement qui se fait naturellement sans eau. Et on sait effectivement la consommation d'eau dont ont besoin les data centers pour se refroidir. En fait, ça se fait par rayonnement thermique dans le vide. Le vide est un excellent isolant, mais ça permet aussi par le rayonnement en fait de refroidir ces data centers. Alors c'est des puces, des TPU qu'a développé Google de manière importante. C'est pas les GPU de Nvidia, mais c'est des puces qui sont un peu plus développées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un moment où à la fois environnementalement, géopolitiquement, parce que ça va participer à une espèce de souveraineté dans l'espace des gros blocs, Europe, Chine, États-Unis. Financièrement, ça semble atteignable. Google va lancer en 2027 ses 2 premiers satellites, en tout cas test. Donc on est bientôt en test réel. Oui. Et c'est important parce que évidemment, pour en avoir discuté avec des spécialistes, il y a encore des coûts, effectivement, ça reste de la science-fiction. C'était de la science-fiction, mais ça l'est moins maintenant. Et le premier coût, évidemment, ça va être le coût financier de mettre en orbite ces data centers. Mais en fait, ces coûts sont en train de baisser de manière assez forte au fur et à mesure des améliorations technologiques. Alors, j'avais juste 2 questions. C'est vrai que le sujet nous a passionnés et nous passionne depuis qu'ils ont fait ces annonces-là avec Guillaume. Bon, tous les problèmes techniques sont peut-être pas forcément réglés et justement les premiers tests seront encourageants, mais il y a un problème d'évacuation de la chaleur aussi, j'ai l'impression, qui pose question, parce qu'il ne fait pas forcément si froid que ça du côté de l'espace. Les rayonnements solaires sont à la fois source d'énergie, mais posent aussi un certain nombre d'autres questions. Deuxième chose, les informations qui sont stockées, on les fait redescendre comment ? Alors c'est un sujet, mais vous savez bien qu'on utilise déjà les satellites pour... effectivement, directement ça sera directement, et ça... Par micro-ondes, comme font les satellites. Voilà, par optique ou par micro-ondes, effectivement, ils sont en train justement de voir comment le faire. Et puis, il y a aussi un vrai enjeu, c'est vrai qu'en 2000, pour mettre 1 kilo en orbite, c'était $20,000. Actuellement, c'est $3,000 avec SpaceX, mais il y a la nouvelle fusée de SpaceX qui est en train d'être mis en place, et on pense que ça va descendre à $300 le kilo pour la mise en orbite. Donc, vous voyez, et ça va extrêmement vite. Alors, il y a des enjeux techniques effectivement importants, tu viens de le souligner, mais je pense que on va avoir une rapidité parce qu'il n'y a pas de foncier non plus. Donc, potentiellement, pas de CO2, pas d'eau, pas de foncier. Donc, effectivement, c'est un peu le rêve. Mais ce qui est assez intéressant dans l'histoire, c'est que même ces entreprises-là, effectivement, s'intéressent à de nouvelles technologies pour être à la fois leader, mais je pense que c'est aussi un enjeu géopolitique. Oui, bien sûr.
Ce serait donc 300 € ou 300 $ pour la mise en orbite. C'est le prix d'un Paris-Marseille en première classe, quoi. Voilà. Pour 1 kilo. Hein, pour 1 kilo, oui. Vous voilà. Comme moi, on ne fait pas 1 kilo, on sera un peu plus cher. Je ne suis pas aussi gros que j'en ai l'air. Quels acteurs pour miser sur l'IA dans l'espace? Alors, il y a plein de petits acteurs, des petits acteurs, notamment américains, robotiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est voir en Europe ce qui va se passer. Et il y a une convergence quand même, parce que les acteurs de l'espace, c'est aussi les acteurs de la défense, beaucoup. Hein, Thales, Safran, Airbus. Je regardais un peu, il y a des acteurs, effectivement. Alors, SES, notamment dans les satellites. Eutelstat est dans une situation beaucoup plus compliquée. Je préfère pas en parler. Et puis, il y a des acteurs dans les semi-conducteurs qui pourraient prendre la main, et notamment des acteurs français comme STM, qui notamment développe des semi-conducteurs qui ont des bonnes réactions par rapport à des radiations, qui sont très robustes, et donc on pourrait avoir émergé en fait des sociétés, même en Europe comme STM, qui vont participer à ce nouvel essor, en tout cas ces nouvelles recherches qui vont être mis en place. Voilà, pour aller essayer de s'abstraire de l'apesanteur sur la tech, il y a des questions qui se posent, des interrogations autour de la tech, là, ces interrogations pourraient encore peut-être un peu plomber le potentiel en 2026 de la tech. C'est une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que vous descendez du train de la tech ou vous restez dedans aux États-Unis, là? On parle bien des États-Unis où les valorisations sont plus élevées qu'ici. Ah non, je reste dedans. Alors on peut avoir des corrections de 15%, mais par rapport à ce qui est en train de se passer, ça sera une manière de se renforcer sur la tech. C'est vraiment un investissement qui est en train de prendre de l'ampleur et qui va concentrer, on vient d'en parler sur une autre technologie en tout cas, mais qui va concentrer pratiquement l'entièreté de l'investissement sur la Terre. Et là encore une fois, l'enjeu géopolitique sur la tech, il n'a jamais été aussi important que maintenant. D'après Goldman Sachs, c'est pas grave du tout de voir les géants de la tech lever de la dette, désormais s'endetter pour financer leurs futurs investissements. Ils lèveraient 700 milliards de $, dit Goldman Sachs, ce serait rien du tout, ça ne dégraderait même pas leur bilan. S'ils levaient, les hyperscalers américains, 700 milliards de $, ça n'excéderait pas une fois les l'EBITDA 2026. C'est que dalle, quoi. Alors, et surtout, on a été habitué avec ces hyperscalers à des sociétés qui étaient cash rich et qui n'empruntaient jamais. Donc, finalement, c'est une optimisation de leur bilan. On voit se poser des questions sur Oracle ou des choses comme ça avec des CDS qui tendent à inquiéter. Pour moi, c'est pas une inquiétude. En fait, la dette que ces sociétés-là vont mettre en place, c'est une dette justement qui va se caler par rapport aux investissements. Et mettre à 15 ans, 20 ans, ça sera une bonne chose pour ces groupes, parce qu'ils feront d'une certaine manière, comme faisaient les assureurs, de l'ALM, de l'actif passif, plutôt bon en tout cas, même pour les actionnaires. Oui. Intéressant, hein, cette forme de nouveau moteur qui arrive peut-être. La dette peut être un moteur et pas qu'un poids. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, dans la suite de BFM Bourse. Wall Street est en petite buzz, très indécis. La séance aujourd'hui à Wall Street. En Europe, on est en hausse. Le CAC gagne 0,5%. Et c'est la question qu'on pose aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs. Elle est pour vous aussi, Alexandre, cette question. Sur X et LinkedIn, on vous demande si, d'après vous, le CAC va battre un nouveau record, un nouveau plus historique d'ici la fin de l'année. Si c'est jouable là dans les 3 prochaines semaines, oui ou non? On est à 8129 points aujourd'hui. Nouveau record ou pas avant la fin de l'année, Alexandre? Oui, on pourra peut-être toucher des nouveaux records, en tout cas, parce que la liquidité va un peu se tarir. Les informations, on aura évidemment la Fed dans quelques jours. Il n'y a pas véritablement de surprise macroéconomique pour l'instant. Peut-être en France, on pourrait, mais je ne pense pas que ça puisse arriver. En tout cas, c'est quelque chose à prendre en considération, mais on pourrait atteindre des nouveaux points hauts avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y a un nouveau secteur sur lequel miser en 2026? En 2025, secteur bancaire, secteur de la défense, 2 secteurs qui ont vraiment porté la tendance. On voit le secteur de la santé aussi depuis 2 mois. Est-ce que vous imaginez un autre secteur prendre le relais l'an prochain? Alors, il y avait un secteur qui avait très bien démarré en 2024 et début 2025, et puis qui s'est finalement essoufflé face à des secteurs mastodons comme la banque ou la défense. Le secteur de la construction, par exemple, qui est un secteur qui n'a plus rien fait depuis plusieurs mois maintenant, pourrait revenir à la faveur peut-être de négociations en Ukraine. Ça commence aussi à revenir, et là, c'est des sociétés qui pourraient en profiter. On parle aussi de sociétés qui étaient liées, alors ça commence à se percevoir, mais dans tout ce qui est commodity, matières premières, en tout cas, on voit qu'il y a une accélération, et on voit depuis un mois que ces sociétés-là commencent à revenir, alors que les performances boursières étaient quand même assez désastreuses par rapport aux autres secteurs. Donc on commence à voir quelques secteurs qui pourraient émerger pour l'année prochaine, même si pour l'instant le secteur bancaire notamment reste ma faveur.
Ah oui, ça reste un des secteurs prioritaires pour vous encore en 2026. Oui, parce que les valorisations ne sont pas si importantes que ça. On est à une fois la boucle, une fois les fonds propres. Évidemment, c'est des banques se payaient 60% de leurs fonds propres il y a quelques temps, mais quand les taux étaient à zéro. Et on voit une banque centrale qui, de toute manière, les taux à zéro, en tout cas, va traîner les pieds pour baisser les taux, malheureusement, mais en tout cas, elle va baisser et c'est plutôt profitable pour les banques. C'est incroyable parce que Société Générale, depuis le début de l'année, gagne plus de 110%. Et aujourd'hui, Goldman Sachs émet une opinion à l'achat, encore à l'achat sur Société Générale. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard, manifestement. Non, et puis il y a eu quand même, notamment pour Société Générale, tout un processus effectivement de nettoyage des activités de la banque en termes de coûts, mais aussi, je viens de le dire, d'activité. Ce qui est intéressant sur Société Générale, c'est que ça a été une proie pendant très longtemps, mais au vu des valorisations qu'ils sont en train de faire, en fait, ce n'est plus véritablement une proie. En tout cas, elle est maintenant l'égale des grands de l'Europe. Waouh! Société Générale à suivre, avec en plus une titrisation amenée à se développer à nouveau sur le côté européen des banques, les banques européennes amenées à titriser de plus en plus, qui pourrait les aider, les banques, à générer plus de dividendes, à porter plus de dividendes auprès de leurs actionnaires aussi. Ça, c'est l'avis d'un certain nombre de brokers. Ouais. Oui, avec des banques qui ont respecté leurs actionnaires, et notamment Société Générale a véritablement distribué et fait des rachats d'actions, en tout cas, ce qui anime l'actionnariat de manière positive. Et puis JP Morgan passe à l'achat aujourd'hui sur une autre valeur, c'est Schneider Electric. Il passe de neutre à surpondéré sur Schneider Electric. Là, on se reconnecte à la thématique data center, j'imagine. On se reconnecte à la thématique data center. C'est vrai que avec notamment les résultats de Legrand qui avait fait chuter tout le secteur le mois dernier, on avait vraiment eu un dérating important. C'est des sociétés qui n'ont pas fait grand-chose depuis le début de l'année et sont quand même sur une dynamique, en fait, une dynamique de croissance qui reste pérenne. C'est Alexandre Aizé qui aujourd'hui nous accompagnait. Merci beaucoup Alexandre, stratège sur les marchés financiers.